Dans cet épisode, je reçois Alec Henry qui va nous parler de son parcours, de son état d'esprit, de ce qu'il a appris durant son parcours et de comment il a fait pour passer d'élève timide et pas très bon à l'école à entrepreneur à succès. Si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Je te souhaite un bon épisode. Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Gélissa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Salut Alec. Salut Gélissa, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Super. Voilà, ça fait un petit moment que je voulais t'inviter parce que je suis un petit peu ce que tu fais depuis maintenant 4 ans. Du coup, voilà, aujourd'hui, j'aimerais un petit peu en savoir plus et voilà, échanger avec toi. Super, ok, merci, avec plaisir et merci pour l'invitation. Super. Bah déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, ce qui t'a amené à être entrepreneur aujourd'hui? Je vais faire court parce que j'ai répondu beaucoup à cette question et je pense que toute personne qui juste tape mon prénom nom sur Internet et pourra avoir la réponse. Je dis pas ça de Oui. manière présomptueuse ou autre, mais voilà. Évitez pour ceux qui ont écouté des interviews qu'on répète la même chose. Donc, je vais la faire très, très, très courte. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent retrouver ça sans problème. Mais Mhm. à la base, rien ne me prédestinait à réussir, encore moins à entreprendre. J'étais quelqu'un de timide, introverti. Je suis né dans une ville en Suisse qui s'appelle Avenches, où on avait plus de vaches que d'habitants, limite. Ouais. J'étais quelqu'un à l'école d'assez turbulent, pas forcément bon élève. J'ai été élevé uniquement par ma mère, qui était une mère célibataire, qui était indépendante à son compte. C'était assez compliqué pour elle, elle a fait de son mieux, mais ça n'a pas été simple tous les jours. Non pas que j'étais dans la misère, mais c'est plus d'un point de vue émotionnel où c'était complexe. Mhm. Mon père est parti quand j'avais 2 ans. Je le voyais pas beaucoup. Il est décédé quand j'en avais 18. Ça a été un de mes déclics. Ouais. J'ai jamais vraiment travaillé à l'école, donc rapidement j'ai dû trouver un job plutôt manuel. Donc j'étais ouvrier à l'usine. À la suite de quoi, grâce à différentes personnes que j'ai découvert et rencontrées dans les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo ont été un refuge pour moi, j'ai été addict aux jeux pendant à peu près 10-15 ans, quasiment toute mon enfance, toute mon adolescence. Je jouais entre 8 et 18 heures par jour, tous les jours, aux jeux vidéo, que ce soit des jours où je travaille comme des jours de congé. Mais ça m'a apporté cette volonté d'être le numéro un, de réussir à trouver des solutions, de scorer. Et j'ai rencontré 2, 3 personnes qui m'ont mis ensuite le pied à l'étrier à l'entrepreneuriat avec l'industrie du MLM, qui a été une industrie salvatrice et très éducatrice pour moi. Ancien timide, qui a jamais rien vendu, introverti, tu dois sortir de ta zone de confort, vendre des choses, rencontrer des gens, discuter, te vendre, etc. Ouais. Puis, je me suis dit, ok, c'est bien, mais c'est pas fait pour moi, parce que j'étais tributaire d'autres individus pour mon succès. Mhm. Donc, en parallèle de ma formation à l'usine, je me suis dit, je vais entreprendre. Donc, j'ai cherché des solutions. J'ai même voulu être trader à un moment donné. Puis après, je me suis dit, je vais créer ma propre boîte. Donc, j'ai cumulé 3 jobs. J'étais ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end. Je pouvais faire tout ça parce que j'avais cette détermination, cette envie. En plus, je sortais de mon service militaire, donc j'avais le côté agent de sécurité qui était assez aisé, assez simple pour intégrer. Euh, et, euh, et du coup, j'ai créé ma première boîte en 2017. D'abord, on devait être 5, puis ensuite, on s'est lancé qu'à 2 avec mon associé Amine, avec qui j'évolue encore aujourd'hui de manière différente, mais on évolue toujours ensemble. Et, euh, et depuis 2017, j'ai créé pas mal de boîtes. J'ai pu inspirer beaucoup de gens. Donc, j'ai commencé avec une agence marketing. Puis après, j'ai fait de la formation, du coaching, du consulting, Mhm. tout en faisant tout en même temps, hein, finalement, des conférences aussi. Puis ces consulting et ces coachings se sont transformés parce que les clients ayant des résultats étaient contents, ils voulaient continuer. Donc j'ai eu des opportunités d'entrée au capital, des opportunités de création de société, jusqu'à au travers de ma holding avoir plus d'une dizaine de sociétés, des sociétés qui faisaient minimum 1 million par an. Donc ça commençait à être très intéressant. J'ai créé aussi le consultant.fr, puis entrepreneurs.com, qui est la plus grande communauté d'entrepreneurs en francophonie. On a aidé beaucoup de gens.
Bah, tu vois, t'en fais partie et je savais même pas, donc ça fait super plaisir. Merci pour le Ouais, retour. Dans le sens où on a aidé tellement de gens, tu vois, c'est plus de 10 000 clients qui sont passés par l'écosystème, même bien plus, et des centaines de milliers au travers de nos communications sur les réseaux sociaux. J'ai aussi écrit un premier bouquin. Je sais pas ouais, quand va sortir ce podcast, mais dans quelques jours, mon deuxième bouquin sort également. J'ai pu d'accord. faire beaucoup de conférences et aujourd'hui encore, tu vois, j'évolue avec du consulting, entrepreneurs.com, mon propre podcast aussi, qui devient de plus en plus un média à part entière, mon Ouais, personal branding, d'autres sociétés dans lesquelles je suis au capital, quelques-unes à qui je fais du consulting. Et c'est plutôt chouette. Et le but, c'est d'avoir un impact, de transmettre à mon humble niveau la valeur que je peux partager. Et voilà. d'accord. Tu dis souvent dans tes interviews que tu étais un petit peu, t'étais pas très bon à l'école. Je crois que tu as même utilisé le mot cancre. Oui, tout à fait. Comment est-ce que tu as fait pour justement passer de cette personne timide, pas très bonne à l'école, à quelqu'un qui aujourd'hui, on le voit, s'exprime très bien, tu es très rigoureux dans ton travail, c'est quelque chose qui revient souvent lorsqu'on parle de toi. Comment est-ce que tu as fait pour justement développer cette confiance en toi? Trois choses. La première, c'est que t'as pas le choix. C'est la jungle. Soit Ouais. tu te lèves le matin, tu fais les choses, soit tu meurs et tu te laisses mourir. Ben voilà, il se passe rien. Donc, comprends que t'as pas le choix. Personne le fera à ta place. La deuxième, je pense que certaines difficultés dans ma vie, certaines qu'on m'a imposées, certaines que j'ai un peu choisies, tu vois, imposées, bah, c'est un peu l'environnement, le cercle social dans lequel j'étais ou différents choix que j'ai faits qui n'étaient pas forcément les bons avant l'entrepreneuriat en tout cas. Et là où j'avais le choix, c'est plus l'armée. Tu vois, l'armée, par exemple, m'a offert une discipline extraordinaire. Tu vois, moi, je comprends pas pourquoi l'armée n'est pas obligatoire en France, par exemple. Ça, je Oui. pense, réglerait beaucoup, 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 beaucoup de problèmes. Mm. Où on est dans une société d'assistés qui trouve plus d'excuses que de se donner les moyens. Euh, le troisième point, c'est tout simplement le fait de passer à l'action. Le fait de passer à l'action, d'une part, et d'autre part, le fait d'avoir un sens à ces actions. C'est-à-dire que, tu vois, passer à l'action, typiquement aller à l'école, c'est passer à l'action. Mais Ouais. j'avais pas de sens à aller à l'école. C'est-à-dire que je savais pas pourquoi j'y allais. Ça n'avait aucun sens. Pourquoi je dois apprendre Pythagore, je sais pas quoi, la capitale de la Lituanie et à jouer de la flûte. T'avais pas Dans quelle envie mesure, de... Oui. voilà, dans quelle mesure ça va m'aider? Je comprenais pas, tu vois, pourquoi on m'imposait de parler l'allemand, d'apprendre l'italien et puis machin. Aucun sens pour moi. Mm. Lorsque je suis arrivé à l'usine et que j'étais encore en formation, donc pour justement formation liée à ce métier-là que je faisais à l'usine, ça avait davantage de sens parce que je commençais à gagner ma vie, je rentrais dans la vie active, je me suis dit, ok. Et là, tu vois, je suis passé de cancre à excellent élève au point d'être numéro un en Suisse par rapport à mes résultats d'examen final. Ah oui. Euh, et aujourd'hui, tu vois, quand une tâche n'a pas de sens, bah, c'est simple, je choisis, donc je la fais pas. Quand elle en a, je sais être en capacité d'être le meilleur. Je te donne un exemple concret. Le podcast Déclic, tu vois, ça faisait 2, 3 ans que je voulais faire un podcast, etc. Je l'avais pas fait avant pour différentes raisons. Là, je l'ai lancé. Ça fait 8, 9 mois qu'on l'a lancé. On a réussi à détrôner des gens qui sont là depuis 2017, certains là depuis 2014, certains là depuis plus ou moins le même temps, mais ou plus ou moins longtemps, mais qui étaient sur le podium ou autre, et on allait les chercher. Et je sais qu'un jour, le Oui. déclic sera numéro un en France en termes de podcast entrepreneuriat, mais je dis pas Mm. ça par ego ou autre. Je dis vraiment Oui. ça en toute objectivité parce que je sais que je suis en capacité de me donner les moyens et que je vais le faire. Mm. Parce que je sais que je fais partie de ceux qui sont prêts à faire le petit effort supplémentaire que la quasi-intégralité des gens ne sont pas prêts à faire. Et parce que ça a du sens pour moi. Mais si ça n'avait pas de sens, je le ferais pas. Et lorsque tu t'es lancé, ça a été quoi le plus gros challenge auquel tu as fait face? Je dirais, ouais, y a pas vraiment de réponse parce que c'est pas une réponse qui est à mon sens pertinente. Parce qu'on a tous des challenges plus ou moins difficiles, on a tous des challenges qui sont différents, parce qu'on est tous différents. Déjà, il faut accepter ça, il faut comprendre ça. Maintenant, la vraie question, c'est, OK, on s'en fout, Alec, de ton challenge le plus important dans ta vie. Par contre, c'est comment tu fais face à un challenge aussi important soit-il. Oui, justement, c'était ma question d'après. Comment est-ce que tu as fait pour dépasser ça? Et quels sont les skills en fait que tu as développés au fur et à mesure du temps? Donc, si tu veux, ce que j'ai identifié, comment j'ai fait, bah,
déjà, je me suis concentré sur qu'est-ce qui peut passer de pire si ça foire, si ça marche pas. Puis est-ce qu'il y a 100% de chances que ça marche pas? Donc finalement, c'est-à-dire qu'il y a au moins 1% de chances que ça marche. Donc pourquoi pas tester? Mm. Et au pire, tu vois, En fait, il y a tellement de possibilités de trouver des excuses et de pas faire les choses que faut être cette personne qui fera la différence et qui sera prête à faire ce que les autres sont pas prêts à faire. Tout Ok. simplement. Toi, ça peut être, je sais pas, moi, ce call en plus, t'as fini ta journée, mais tu peux faire ce call en plus qui fait la diff. Ce follow-up en plus que la plupart des gens n'osent pas envoyer. Ce message ou ce truc que les gens n'osent pas dire, mais que toi, t'oses dire. Euh, Ce petit truc en plus qui fera la différence. C'est difficile à expliquer parce que euh, c'est difficile à quantifier, mais les exemples sont pléthores, hein. Mm. D'accord. Comment est-ce que tu fais la différence entre la persévérance et l'obstination? Comment est-ce que tu sais quand il faut peut-être arrêter ou rectifier un petit peu ce que tu as mis en place? Ouais, c'est savoir faire la distinction entre un signal et un bruit. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, le signal, c'est clairement que bon, il y a quelque chose qui se passe de concret, il y a une réceptivité, tu vois, dans l'obstination par rapport à une offre. Voilà, il y a une réceptivité, euh, les gens trouvent que ça fait du sens, mais sont prêts à acheter. Et le signal, c'est qu'il y a une objection justifiée, sensée, qui ne vient pas disqualifier l'avatar que tu as identifié initialement et qui est propre à un individu, D'accord. qui est propre non pas au collectif, mais qui est propre à une seule personne. Alors que le bruit, ça serait, mais je comprends pas, faut que je continue parce que tout le monde me dit que c'est génial mon projet. Ouais, mais Mm. c'est génial, mais est-ce que les gens le veulent vraiment? Est-ce qu'ils sont prêts à l'acheter? Est-ce que ça résout un problème? Ou est-ce que juste c'est génial? Tu vois? Il y en a plein des projets, des idées qui sont géniales, mais est-ce qu'il y en a tout autant qui réussissent, qui performent, qui ont un potentiel économique ou qui peuvent, pour pousser le trait, tu vois? Prenons le cas des startups. Tu vois, en vrai, un créatif, quelqu'un d'audacieux, d'ambitieux, de créatif, qui sait réfléchir, qui est orienté résolution de problèmes, qui a un peu d'expérience entrepreneuriale, des idées de start-up, si vraiment il se stimule intellectuellement tous les jours, si ce n'est toutes les heures, il peut en avoir des nouvelles. Maintenant, est-ce que toutes se valent? Non. Est-ce que toutes ont un potentiel économique et fonctionneront un jour? Non. La preuve, combien de startups réussissent ne serait-ce que à trouver leur product market fit? Et combien de startups qui réussissent à trouver leur product market fit, qui vont ensuite lever des fonds, réussissent à perdurer? Et combien de startups deviennent des licornes? Donc, tu vois, on est dans cette illusion, mais pour te répondre simplement, ouais, c'est vraiment faire la distinction entre le signal et le bruit et avoir cette capacité à ne pas mettre d'ego et d'émotion dans ses décisions. Il faut vraiment être très, très, très rationnel. À partir du moment où tu mets de l'émotionnel dans ton business, ou même dans ta vie en général, selon moi en tout cas, ça commence à être le bordel. Ça risque vraiment, vraiment d'être le bordel. Je dis D'accord. pas qu'il faut être une machine et jamais avoir d'émotion. Tu vois, imaginons, voilà, t'es en couple, tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, on est purement dans un truc émotionnel. Mais il y a ce côté, tu vois, rationnel de si ça commence à ne plus du tout fitter, Oui. bah, faut être en capacité de recadrer, de poser des règles, de savoir ce qu'on se veut, de pourquoi pas prendre des décisions difficiles pour justement ne pas prendre les mauvaises décisions mais prendre les bonnes. Euh, et ça, c'est purement du rationnel. Parce que l'émotionnel, c'est non, mais il y a quand même si, puis après je serai machin, puis ah non, mais et je serai tout seul, et si je trouve pas une personne différente ou machin, tu vois, ça c'est par exemple dans le couple, et la plupart des gens en fait euh, vivent avec d'autres gens parce qu'ils n'ont pas le courage de, 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 de laisser, enfin, de faire taire leur côté émotionnel, de prendre une décision purement rationnelle Mm. et de se dire, OK, bon, bah, j'ose faire ça. Donc, ouais, c'est vraiment cette notion, en fait. Si je devais identifier un truc, c'est ça. D'accord. Donc aller au-delà de ses émotions et pouvoir
faire le pour et le contre de chaque situation. Pas aller au-delà, les faire taire. Les faire taire et laisser Oui, faire parler taire. Ok. que le rationnel. Donc tu parles justement de cet aspect très rationnel et on sait que tu es quelqu'un d'assez méticuleux, de minutieux. Les personnes qui te connaissent parlent souvent de ça, de cet aspect-là de ta personnalité. Est-ce que c'est quelque chose qui est inné chez toi ou est-ce que c'est quelque chose que tu as dû développer? J'arrive pas à me souvenir assez loin pour identifier quand je l'ai vraiment développé, en tout cas créé. Oui, Donc peut-être que c'est inné. Après, après, moi je pense que rien n'est vraiment inné. C'est ma croyance, mais c'est oui, ton environnement, il y a un cadre, il y a des choses qui se passent qui fait que tu développes certains traits de personnalité. Mais oui, il y a des choses il y a des traits qui peuvent être plus propices chez certains que d'autres. Mais un truc qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ça s'est amplifié, ça s'est développé. Ce côté oui. précis, ce côté minutieux, ce côté cadré, ce côté. Donc déjà, tu as le fait que je sois suisse. Tiens, je te donne un exemple, mais c'est tout bête, mais j'habite à Dubaï. Ici à Dubaï, dans certains buildings, tu as des salles de sport. Et Oui. dans ma salle de sport, à l'entrée du building, enfin à l'entrée de la salle, tu as une feuille avec un sécu et security guy. Et du coup, tu dois écrire quand tu rentres dans la salle, quand tu sors dans la salle. Par sécurité, s'il y a le feu, ils savent combien de gens il y a, etc. Machin. Enfin bref. Et tu vois, je sortais de la salle avec un pote qui est français. Et moi, directement, tu vois, j'allais oublier d'écrire sur la feuille. Je me sentais mal. Je suis reparti en arrière. J'ai écrit sur la feuille. Il me dit, mais mec, pourquoi t'écris sur la feuille? Il n'y a personne qui consulte cette feuille. Personne écrit sur la feuille. Et même le security guy, ça se trouve, il s'en fout de ta feuille. Mais Ouais. non. Et moi, tu sais, explicitement, naturellement, je me dis, c'est parce que je suis suisse, je suis carré. Ouais. Et, et, et c'est con, hein, ça veut pas dire que tous les Français ne sont pas carrés et tout, pas du tout, pas Oui. du tout. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, déjà de nature, on m'a enseigné ça. Ensuite, il y a eu mon côté, tu sais, même, par exemple, quand je jouais aux jeux vidéo, que j'étais tout jeune, quand j'alignais mes personnages dans le jeu vidéo, je voulais qu'ils soient tous de la même couleur, qu'ils soient tous avec le même pseudo, le même truc, parce qu'il y a ce Ouais. truc de cohérence, de tout est parfait, tout est nickel. Donc je pense que voilà, ça s'est développé aussi avec ça. Après, il y a eu l'armée. L'armée, bon bah voilà, l'armée c'est comme ça et pas autrement, hein. Oui. Tu marches pour courir, enfin tu marches pour attendre, tu cours pour attendre, tu attends pour courir, tu nettoies tous tes protocoles, tu nettoies tes chaussures comme ça, tu nettoies ton fusil comme ça, tu fais ton lit comme ça, tu ranges tes affaires comme ça, tu mets tes affaires comme ça, voilà, c'est que des protocoles et c'est précis. Et ça j'ai Mhm. adoré. Moi j'étais dans mon élément là-dedans, purée, j'adorais. Ah Et oui. et du coup. Ouais, ça s'est amplifié au fur et à mesure. Et dans le business, tu es obligé. Imagine, déjà, la plupart des gens ont de la peine à gérer un seul business et le développer, et le gérer correctement. Imagine si tu dois en gérer 10. Et qu'en plus, à côté, tu as 5-6 clients en consulting qui te payent très cher pour tes conseils. Et qu'en plus, à côté, un de tes business ou plusieurs de tes business, c'est de faire de la presta et d'accompagner 10, 15, 20, 50, 100, 1000 entrepreneurs d'un coup. Et que tu dois gérer les équipes, tu dois gérer le truc. Tu es obligé d'être carré, d'être précis, de penser à tout le temps. Tu vois, moi, je me réveille entre 5h30 et 7h, dépendant des jours. Ouais. Euh, du moment où j'ouvre mes yeux jusqu'au moment où je les ferme à minuit, 1h, je pense que business, je pense que à ça, ou je pense que même pas que business, je pense aussi, tu vois, tout ce que je dois faire dans ma journée, tout. J'ai constamment le cerveau en éruption parce que je pense à tout. Et en fait, c'est le fait de ne pas penser à des choses qui me rend fou, moi. La plupart des gens Ouais. pourraient se dire, waouh, mais tu dois devenir complètement maboule, tu fais que de penser à des choses, machin. Non, non, au contraire, heureusement que je pense à des choses, l'inverse me rendrait maboule. Mais du coup, vu que tu travailles aujourd'hui avec d'autres personnes, comment est-ce que tu as pu, en tout cas, t'adapter aux autres personnes? Forcément, parce que je sais pas exactement combien vous êtes dans ton équipe, mais forcément, si tu es quelqu'un de très minutieux, peut-être que tu as cette exigence, pardon, avec d'autres personnes. Je ne suis pas exigeant à l'égard de la minutie parce que je suis minutieux. Mhm. Par contre, je suis exigeant avec les gens parce que je suis exigeant avec moi-même. Alors, proportionnellement, je suis plus exigeant avec moi que je ne le suis avec les autres. Erreur que je faisais dans le passé, c'était l'inverse. J'étais autant exigeant avec moi qu'avec les autres, mais sauf que les autres, c'est les autres. Et les autres, c'est parfois pas leur business. C'est parfois, ouais, même si c'est des associés, ils n'ont pas le même niveau d'engagement. Donc, faut être clair là-dessus. Ça, c'est le premier point. Euh, deuxième point, bah, tu vois, on dit souvent, tu choisis pas tes amis, mais tu choisis pas ta famille, mais tu choisis tes amis.
Bah, tu vois, tes collaborateurs, c'est pareil, hein. Tu choisis tes associés, tu choisis tes collaborateurs, tu choisis tes prestataires. Donc, à toi de choisir simplement des gens qui te correspondent. Moi, je veux des gens qui sont prêts à donner le meilleur pour se pousser, pour se challenger, que ce soit dans mes associés, dans mes partenaires, dans mes prestataires, dans mes collaborateurs et même dans mes clients. Et qu'à des Mhm. clients, j'en veux pas. Je les refuse. Ça ne m'intéresse pas, peu importe le prix, de travailler avec eux. Parce que pour moi, je ne veux pas être stimulé à travailler avec eux parce qu'on n'a pas la même vision des choses, pas les mêmes valeurs. Et ça, c'est hyper important de savoir ce que tu veux, avec qui tu veux travailler, pourquoi. Et, euh, et ouais, c'est ce qui fait que ça marche. Et puis après, ben, comme on dit, certes, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais tu trouves les bonnes personnes qui gèrent. Et moi, j'ai appris à donner confiance. Justement, j'ai appris à responsabiliser certaines personnes, à mettre en place des process. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de personnes qui travaillent avec moi. Mais la réalité, c'est que je suis en contact avec une dizaine de personnes, 10, douzaine de personnes. C'est avec eux avec qui je travaille, je collabore. Et après, eux ont sous eux, justement, ou avec eux à leur côté, des collaborateurs, des équipes qui managent comme il le faut pour mener à bien les missions qui leur sont attribuées. Et je voulais te demander aussi quelle est la place de l'entourage dans ta vie. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent lorsque j'interroge des entrepreneurs. Ils me disent que l'entourage, c'est quelque chose de primordial, d'être bien entouré. Et toi, quelle est la place que tu laisses à l'entourage dans ta vie? C'est capital. Si tu as un mauvais environnement, tu peux rien faire. C'est exactement, pour moi, l'environnement, c'est comme si tu bosses sur Internet. Oui. C'est comme si je te disais, OK, bon, bah, déjà, tu vas plus avoir de bureau, t'auras pas de chaise non plus. Et ton ordinateur, là, ton Mac dernier cri, machin, ou peu importe ce que tu as, bah, en fait, tu vas prendre un ordinateur de 1970. Ouais, ta connexion Internet, la fibre, là, tu vois, bah pareil. T'auras une connexion 10 octets ou 10 MO par seconde, peu importe. Tu peux quand même développer ton business en ligne, faire tes trucs, mais ça va être horrible. Tu vas redoubler d'efforts, déployer 10 fois plus de réflexion pour faire la même action. Tu vas devoir, tu vois, ça va te prendre énormément de temps. Tu vas peut-être abandonner. Il y a des choses que tu ne seras pas en capacité de faire. Alors que de l'autre côté, je te dis, écoute, voilà, bureau, flambant neuf, dernier cri, tu as de l'espace, tu es bien, tu as une super chaise, tu as deux, trois écrans, tout ce que tu veux, la meilleure machine qui existe. Les outils, les logiciels, all inclusive, il n'y a aucun problème. Même tu as des tutos pour utiliser les meilleurs trucs. Et puis, si tu as besoin d'un prestataire, je peux te le mettre à disposition. Tu n'as pas besoin de le faire tout seul. T'inquiète, c'est OK. Bah, clairement, c'est ça pour moi, la place de l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement, tu peux le choisir. C'est ça la puissance de la chose. Il te coûte rien si tu fais bien les choses. En tout cas, ça coûte moins cher que ce que je viens de te décrire comme exemple. La seule chose que Ouais. ça te coûte, c'est de l'intelligence sociale. C'est le fait de prendre les bonnes décisions. C'est le fait de d'oser aussi. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas. Ils osent pas bah, simplement dire à certains amis, écoute, on va arrêter de se voir. On va arrêter de se voir parce que désolé, mais visiblement, on n'a plus du tout les mêmes aspirations. On n'a pas du tout les mêmes ambitions. Et à chaque fois que je te partage mes ambitions, à chaque fois que je partage mes objectifs, t'es plutôt. Alors, c'est sûrement de la bienveillance parce qu'on n'a pas, on n'évolue pas dans le même moule et on n'a pas les mêmes envies. Mais tu es plutôt en train de me rabaisser que de me motiver. Tu es plutôt en train de trouver des problématiques que des solutions. Et donc, je préfère couper les ponts et uniquement te voir peut-être une fois par an, mais plus une fois par semaine. Et ça, les gens n'osent pas, tu vois. Ou le faire avec leur famille, le faire avec, tu Avec vois, la avec des famille, c'est gens, déjà des gens plus. proches. Avec la famille, c'est souvent déjà plus compliqué. Lorsque c'est ton père ou ta mère qui a justement ce discours-là, je pense que pour beaucoup de personnes, ça devient déjà plus compliqué. On n'a Bien pas envie de sûr. passer pour une personne peut-être ingrate ou une personne prétentieuse ou autre. C'est clair. Après, moi, tu vois, par exemple, je donne l'exemple avec ma maman, ça n'a pas été toujours simple. Il y a des fois où j'ai complètement coupé les ponts. Ouais. Il y en a d'autres où, par respect, parce que j'estime que, et attention, c'est pas prétentieux, présomptueux, mais vu que j'évolue dans un cadre qui est différent et autre, je me dis que, de toute façon, c'est de la bienveillance qu'elle va me dire et que
Euh, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois pas faire. Donc, elle peut me dire ce qu'elle veut. Je vais pas non plus couper totalement les ponts parce que ce serait une réaction inutile. En revanche, je sais que sur certains sujets de discussion, je vais juste mettre complètement off mon cerveau. Vraiment, j'arrive à déconnecter mon cerveau, penser à d'autres choses, juste faire oui, oui, oui de la tête. Euh, et voilà, donner raison à la personne et c'est nickel, tu vois, tant mieux, tu as raison. Des fois, c'est nécessaire de faire ça. Oui. Euh, Sinon, tu te tortures. Et, mais faut avoir la présence d'esprit de faire on-off quand c'est nécessaire et, euh, et puis aussi de capter ces moments-là. Ouais, c'est super important, c'est vrai, parce que j'avais parlé justement de cette envie, lorsqu'on se lance, d'absolument convaincre son entourage. Le problème, c'est que ça demande tellement d'énergie, et au final, ben, la seule personne que tu dois convaincre, c'est toi-même. Tu dois toi-même garder à l'esprit tes objectifs, la direction que tu veux prendre, et les gens, ils vont pas forcément comprendre au début, mais c'est pas forcément utile. Et je pense que c'est souvent les résultats et tes accomplissements qui parlent à ta place, finalement. Exactement. Tu parlais du fait que, je reviens là-dessus, mais que tu es très rationnel. Je voulais parler de santé mentale. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu abordes. Du coup, revenir sur cet aspect des émotions. Quel est ton rapport à tes émotions? Et comment est-ce que tu fais, vu que tu as une vie assez, un petit peu à 100 à l'heure, vu que tu travailles beaucoup, comment est-ce que tu fais pour prendre soin justement de ta santé mentale? Bah déjà, j'ai des coachs Ouais. sur plusieurs sujets. Tu vois, le fait de se faire accompagner, c'est hyper important. Alors moi, j'ai pas des coachs forcément pour régler des problèmes, Mhm. mais plus pour en créer. C'est-à-dire que pour être challengé constamment, tu vois, pour D'accord. évoluer et être challengé constamment. Alors, quand je dis problème, c'est plus challenge, hein, qu'on soit Oui, d'accord. bien sûr. Donc voilà, et tu vois, à partir du moment où tu fais quelque chose que tu aimes au quotidien, bah, ta santé mentale, voilà, enfin, je veux dire, je suis très mal placé pour parler d'une santé mentale pas forcément adaptée. Mhm. Et à un moment donné, tu vois, j'ai switché parce que j'aurais pu, dans une phase de ma vie, ouais, me lamenter sur mon sort, dire j'ai pas de chance, etc., etc. Mais finalement, c'est la jungle. Soit tu te bats, soit tu te fais battre. Donc, qui tu veux être, c'est à toi de choisir. Mhm. Mais il y a personne qui va venir, tu vois, une lumière blanche, quelqu'un sur un nuage là qui te tend les bras et qui t'aide. Ça n'existe pas. Ça existe dans les bouquins, ça existe dans les films, ça existe dans les cartoons, ça existe dans tes rêves. La réalité, c'est que c'est toi qui es maître à bord. Et Mhm. c'est toi qui prends les décisions, ni plus ni moins. Donc, ouais, moi, ça passe par faire ce que j'aime, avoir le bon environnement. Je fais très attention à ma santé. Je fais Oui. beaucoup de sport. J'ai aussi un coach sportif qui est là tous les jours avec moi à la salle, qui me challenge. La nutrition, le sommeil. Je dors très peu, mais je dors très bien. Oui. Et voilà, c'est un ensemble d'éléments, un ensemble de facteurs qui fait que la santé mentale reste stable Mhm. et même au contraire progresse. Tu deviens de plus en plus fort. Et quel conseil tu donnerais justement à des entrepreneurs qui sentent, qui se dirigent petit à petit peut-être vers un burn-out ou une surcharge mentale? Je dirais de prendre de la hauteur, supprimer l'inutile, se concentrer sur l'essentiel et mettre off leur cerveau un seul instant parce que c'est jamais dans ce type de situation et de tas d'émotions que l'on prend les bonnes décisions. Tu vois? Euh, donc ouais, c'est ça que je donnerais comme conseil, hein, c'est prendre de la hauteur, déconnecter, se laisser respirer ou alors faire intervenir quelqu'un d'extérieur, Ouais. analyser la situation. Tu vois, je te donne un exemple. J'ai eu des clients, je pense à un client en particulier, faillite, panique. C'était la fin des haricots. Tu vois, vraiment, c'est la Ouais. fin des haricots. Limite, ils voulaient se foutre en l'air. Et D'accord. je lui dis, mais attends, mais est-ce que juste t'as pris le temps de faire pause, prendre de la hauteur et de poser les bonnes questions? Et non, il n'avait pas fait ça. Donc, on l'a fait ensemble, etc. Je l'ai accompagné sur certains sujets. Et résultat des courses, 2 mois plus tard, c'était reparti. C'était reparti, les problématiques qui n'allaient plus. Alors, 2 mois plus tard, il n'était pas passé de ma boîte va faire faillite à je suis multimillionnaire, qu'on soit d'accord. Oui, Mais bien en tout sûr. cas, il était passé de je suis en déficit
tous les mois à c'est bon, je fais du profit tous les mois. Toutes les problématiques qu'il y avait, elles ont été réglées. Je sais exactement dans quelle direction je vais. Ma boîte est stabilisée et je vais pouvoir chercher de la croissance et aller récupérer ce qui est à récupérer pour pouvoir ne pas mettre la clé sous la porte, déjà dans un premier temps, puis ensuite continuer à avancer dans ma vie. Donc ça, Mm. c'est important quand même de prendre ça en considération. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais du fait de ne pas se trouver d'excuses. C'est quelque chose que Ouais. j'aborde souvent. Quel conseil tu donnerais à une personne qui a envie de se lancer, mais qui a peur? Peur de l'échec, peur de ce que ça pourrait engendrer. Euh, je dirais, fais-le, simplement. Oui, Ça paraît contre-intuitif. Tu attendais une autre réponse, tu attendais davantage de choses. Mais c'est pas plus compliqué que ça. oui. Qu'est-ce qui va se passer? Regarde, j'ai un exemple. Tu as lancé un podcast, là, je sais pas combien de temps ça fait que tu as ton podcast. Peu Depuis importe. 2019. Ok, depuis 2019, très bien. Euh, Est-ce que tu as attendu d'avoir la meilleure caméra qui existe pour te lancer? Non. Est-ce que tu as Non. attendu d'avoir le meilleur micro pour... Non. Et j'ai enregistré mes premiers podcasts avec un iPhone. Exactement, tu vois. Exactement. Et pourtant, je suis quasi certain, peu importe le nombre de personnes qui nous écoutent, qu'il y a des gens qui nous écoutent qui veulent potentiellement un jour lancer un podcast ou qui se disent, ah, le podcast, c'est un bon canal d'acquisition potentiel ou ça me Mm. permettra d'interviewer des gens intéressants ou peu importe la raison pour laquelle ils veulent faire ça, mais qui se disent, j'ai besoin de matériel, machin, truc, bidule. Non, tu as juste besoin de te lancer. J'ai une connaissance, tu vois, ça fait des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et des semaines qu'elle procrastinait pour faire un Mm. podcast. Tu sais ce que j'ai fait? Je lui ai, je lui ai pas menti, mais j'ai transformé une vérité. J'ai transformé une réalité. Ouais. En gros, cette personne, c'est une femme et elle veut lancer un concept de podcast spécialement pour les femmes. Elle a beaucoup de succès et de réussite dans son business, etc. Mm. Et la veille de ce que je m'apprête à lui dire, je rencontre deux autres femmes qui ont aussi du succès, etc., qui viennent à un de mes événements et qui me disent, waouh, c'est génial ce que tu as mis en place sur le déclic et tout, machin, blabla, blabla. On veut aussi lancer notre podcast. Je dis, OK, let's go, faites-le. Ces deux personnes, ben, je les connais, je les apprécie, c'est cool et je pense qu'elles vont faire un super podcast, c'est certain. Mais quand elles me parlent, tu vois, ça ressemble un peu à ce que euh, ma connaissance numéro une, mon ami, voulait potentiellement faire. Sauf Mhm. que ça faisait un an qu'elle m'en parlait, qu'elle procrastine, qu'elle procrastine, qu'elle procrastine, à trouver des excuses toujours plus folles les unes que les autres. Et là, je lui ai fait un message, je lui ai dit, écoute, j'ai rencontré deux femmes à mon event, super personnalité, super concept, super idée, successful, grosse audience, et elles vont lancer leur podcast dans 2 semaines avec le même positionnement que toi. Ça fait un an maintenant que je te dis que tu dois lancer. Donc, soit en gros, tu seras juste considéré comme la deuxième qui copie derrière, loin derrière, et tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Soit, bah voilà, t'arrêtes de procrastiner. Et limite, je vais lui dire un truc comme plutôt ça, limite, je t'aurais prévenu de toute façon, c'est comme ça, tu pourras t'en vouloir qu'à toi-même. Ouais. Le lendemain, par fierté, tu vois, par fierté, Ouais. parce que à ça même, elle m'avait mis une excuse. Je lui avais envoyé un gif avec un mec qui fait de la flûte. Euh, le lendemain, sans me le dire par fierté, je vois une story, je vois une de ses stories. Elle était allée enregistrer son premier épisode du podcast. Oui. Alors que les deux filles que j'ai rencontrées, jamais elles m'ont dit dans 2 semaines on lance le Oui, truc. bien sûr. C'était un projet, tu vois. Mais tu Mm. vois, donc finalement, des fois, les gens, ils doivent juste le faire. Alors, soit ils n'ont pas assez de désir pour le faire, soit ils ont des peurs. Et là, en fait, la peur de passer après et de ne pas avoir la position qu'elle cherche à avoir parce qu'elle a ce besoin d'acceptation, elle a ce besoin de reconnaissance, elle a cette envie aussi de transmettre, certes, mais voilà, euh, était telle que c'était inconcevable dans sa tête de pas saisir cette opportunité et que donc autant de bullshit qu'elle pouvait se raconter n'existait Ouais. plus. Et le lendemain, alors que c'est quelqu'un d'occupé, c'est pas quelqu'un, voilà, elle avait enregistré son épisode. Et pas un épisode comme ça avec mon iPhone. Elle est allée dans un studio à Dubaï, machin, caméra, truc, Ouais. ligne édito, tac, tac, tac. Le lendemain, un an de procrastination. Donc, la plupart des gens, en fait, peut-être qu'ils vont se reconnaître dans cette histoire. Et puis, pour les autres, ceux qui reconnaissent des gens autour d'eux dans cette histoire, faites la même chose. Transformez la réalité. Faites une sorte sorte de mensonge, bon mensonge qui fait du mal à personne Ouais. pour aider un ami, un membre de votre famille ou autre. Moi, en tout cas, c'est pas la première fois que je le fais.
Mhm. Quand ça reste dans un cadre individuel d'échange, si vous faites des choses sur Internet, attention à vous, racontez pas des bobards parce que quand le mensonge prend, non, c'est quoi qu'on dit? Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, ouais. Ouais. Donc tout se sait sur Internet. Mhm. Euh, mais pour le reste, ouais, des fois, si on peut aider à créer des déclics, faites-le. Mhm. Parce que là, clairement, c'était un déclic, tu vois. Ouais. Donc, en fait, tu dirais juste lancez-vous, quoi. Essayez de Ouais, passer outre toutes les idées, les fausses croyances là que vous pouvez avoir dans votre esprit et juste passer à l'action. Il y a ouais. toujours une phase 1. Bah, pour faire simple, 100%, mais vraiment 100%, pas 99%, 100% des excuses, des fausses croyances ou des peurs que vous avez aujourd'hui à l'égard du projet, ce quel qu'il soit, que vous avez, n'existeront plus le jour où vous aurez atteint votre objectif. Et la seule façon de le savoir, c'est de le faire. Mm. Si par contre, vous restez en train d'écouter tout ce bullshit, vous ne le saurez jamais et vous serez toujours dans la même situation. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait ça? On se pose plus de questions et on fait les choses et on avance. C'est tout. Donc, cette capacité à passer à l'action, tu dirais que c'est quelque chose de primordial lorsqu'on veut entreprendre, donc de passer à l'action rapidement. Oui. Quelle autre qualité tu penses qu'il faudrait développer pour être un entrepreneur, un bon entrepreneur? Le détachement, regard des autres ou autres, Mhm. ne pas se comparer aux autres, ne pas vouloir aller trop vite, etc. L'empathie, l'amour de son client pour vraiment vouloir l'aider. Ouais. L'empathie, tiens, c'est pour le delivery comme sur la vente, comme sur le marketing. Donc ouais, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Passage à l'action, détachement, empathie, amour. C'est très Juste clair. avec ça, tu as déjà plus que 99% des gens qui essaient de se lancer et de faire des choses. Ok. On sait aujourd'hui que tu leur en as parlé d'ailleurs au début de l'échange, tu as développé ton personal branding et c'est plutôt bien réussi. Aujourd'hui, ça te permet aussi de pouvoir attirer des clients en continu. Comment est-ce que tu as fait pour développer ton personal branding? Et comment est-ce qu'on pourrait faire justement lorsqu'on part de zéro, qu'on n'a pas forcément de réseau? Je dirais déjà, je pense qu'il faut savoir un truc, c'est que de toute façon, même les gens les plus gentils ou les plus lisses ont des haters. Mm. Donc ne pas avoir peur de générer des haters, quels qu'ils soient. Euh, et donc, faut se dire une chose. Là où je veux en venir, c'est que plus tu vas être clivant, plus tu vas avoir de la visibilité. Donc, Mm. enfin, plus tu vas être clivant, plus tu vas créer de l'interaction, plus l'interaction va créer de la visibilité, mais plus tu vas être clivant, plus tu vas avoir des haters. Donc, de toute façon, partie du principe que même si tu es lisse, tu auras des haters, bah, tu préfères être lisse, pas vu et avoir des haters, ou clivant, donc clair dans tes propos, dans tes décisions et dans ce que tu penses, et oser l'affirmer, avec courage, avec audace, avec clarté. Avoir plus de haters, certes, mais par contre, avoir vraiment de la visibilité et donc pouvoir exprimer ce que tu veux exprimer. Donc, déjà, Mm. c'est ce concept-là. Et après, authenticité. Vraiment, tu vois, j'ai interviewé quelqu'un, j'avais un échange avec quelqu'un qui s'appelle Michel. Michel Coury, vous pouvez aller voir sur LinkedIn, c'est incroyable. Ce mec est incroyable. Il a 40 ans. Il a une blanchisserie à la base. Et il est en train mais, d'exploser tous les réseaux sociaux qui touchent, en l'occurrence TikTok et LinkedIn en particulier. Il a 200 000 personnes sur LinkedIn en un an et demi, un truc comme ça. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est énorme. C'est Ouais, l'influenceur numéro un ou numéro 2 en France ou numéro 3 en 2023 et 2022 sur LinkedIn, alors qu'il n'a aucun code marketing. Genre, il s'en fout de faire du bon copywriting, il n'a pas de ghostwriter, il n'a pas de CM, il n'a pas de. Ses posts, c'est 3 lignes, une photo qui est toujours la même, et voilà. Et de temps en temps, il innove, il fait un truc différent. Par contre, il est putain de clivant et il est putain d'authentique. Il n'y a Mm. pas de limite dans son authenticité et dans son clivage. Et ça crée de l'interaction, mais de fou. Après, c'est clair qu'il faut trouver un équilibre parce que lui, il crée beaucoup d'interactions. Mais est-ce qu'on transforme cette interaction en business? Alors oui, il a beaucoup de propositions de podcasts, d'interviews, de consulting, de coaching, de scènes, etc. Est-ce que tu as envie de faire ça? Oui, non, à toi de choisir. Mais lui, en l'occurrence, il l'en fait un peu, mais son business principal, c'est une blanchisserie, encore une fois. Donc non, c'est D'accord. clair que c'est
ces publications, quand il te parle de management ou qui fait opposition salarié-entrepreneur ou des sujets d'actualité clivants, ça va pas lui ramener plus de chemises à repasser. C'est certain. Mais par contre, ça crée un impact. Et cet impact, après, tu peux le transformer en business potentiellement. Donc, c'est toutes ces notions à prendre en considération. Mais voilà, clivant, authentique. Et après, certes, bah, surfer sur les trends. Tu vois, tu lançais un compte TikTok clivant et authentique il y a 2 ans versus tu le lances aujourd'hui. Bah, clairement, t'as pas la même courbe de croissance potentielle qui est face à toi, qui s'ouvre à toi en termes d'opportunités. Donc, tu dirais vraiment l'authenticité, c'est un des points importants à développer. C'est vrai que si j'en parle souvent de l'authenticité, que c'est justement l'une des valeurs importantes pour moi. Et comme tu disais, on va forcément être critiqué. De toute façon, quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Donc, je pense aussi que c'est important d'être fidèle à soi-même. Vaut mieux être critiqué pour ce qu'on est vraiment plutôt que pour un personnage qu'on se donne, quoi. Ouais, complètement. Qu'est-ce que ça signifie être inspirant pour toi? Créer un déclic chez quelqu'un. Pouvoir éveiller une conscience et créer un déclic quel qu'il soit, hein. Et si à la fin de cet épisode, j'ai créé un déclic, quel qu'il soit, encore une fois, c'est pas forcément le déclic d'une vie. C'est le déclic, par exemple, par rapport à une problématique business, un enjeu personnel, peu importe. Euh, c'est ça, être inspirant. D'accord, super. Voilà, ben, merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. Super.